Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Normandie pour un numéro spécial de dimanche en politique. Regardez ces images, c'était il y a un an tout juste devant les caméras de France 3 Normandie. Hervé Morin devenait le tout premier président de la Normandie réunifiée. Un an plus tard, on a choisi non pas de dresser un bilan, bien sûr c'est trop tôt, mais de s'arrêter sur cette première année de mandature de nouveau président. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Durant une heure, nous passerons en revue en compagnie de mes camarades Franck Beignet et Philippe Goudet qui ne vont pas tarder à nous rejoindre, l'ensemble des chantiers mis en route depuis votre élection. Cela veut dire forcément que nous allons parler, bien sûr, l'économie de notre nouvelle région en France, mais aussi dans le monde. On parlera évidemment du chômage qui culmine à 10% en Normandie, et puis d'un des secteurs porteurs d'emploi en Normandie, l'énergie. On abordera aussi la question de l'aménagement, plus particulièrement celle des transports et des trains, très chers lors de votre campagne, et puis de la nouvelle année électorale qui nous attend 2017 avec deux échéances principales. Sera présent pour nous croquer, c'est une tradition, et bien sûr ne pas nous rater l'ami Chaunu. Et puis vous, téléspectateurs et internautes des réseaux sociaux, #Guimpol, #Normandie. Nous attendons en compagnie de ma complice Mathilde Rioux toutes vos questions, toutes vos remarques que nous relayerons auprès du président de région Hervé Morin. Le 13 décembre 2015, après une longue soirée de suspense, l'enfant du pays était donc élu président de la Normandie, nouvelle Normandie à construire. C'est bien là tout son défi. Petit retour en arrière concocté par Franck Beignet. On se retrouve après. Il semblerait, selon nos estimations Ipsos, que Nicolas Mayer-Rossignol soit finalement en tête avec 36,4% devant Hervé Morin. Nous ne savons pas qui finalement va l'emporter ce soir en Normandie. Ce qui est sûr, s'agissant du Front National, c'est que nous confortons nos bons résultats du premier tour. Eh bien, c'est Hervé Morin avec sa liste avec 36,43 devant Nicolas Mayer-Rossignol 36,08 et Nicolas B 27,50. Les images que vous vivez en direct. Je suis parti de chez moi, j'avais perdu. Vous savez, c'est la première fois que je fais Épingle-Rouen, il y a 60-70 km, où j'avais d'un côté l'estimation de France 3 qui nous donnait perdant, et de l'autre l'accumulation des chiffres de la préfecture qui nous amenait à y croire encore. Donc je me disais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, voilà. D'abord, il faut féliciter le vainqueur, Hervé Morin, et son équipe. C'est le jeu de la démocratie et on peut se féliciter d'avoir un fonctionnement démocratique. Mais est-ce que la déception n'est pas encore plus forte? Non mais je ne vais pas vous dire que je suis content d'avoir perdu, bien sûr qu'on est déçu. Voilà Hervé Morin, ça rappelle des souvenirs. Comment avez-vous vécu cette première année de mandature de président? Ça fait 20 ans que vous en rêviez. Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonheur. Souvent, on me pose la question en me disant, mais en juin prochain, est-ce que vous ne déciderez pas, si on vous le propose, de rentrer dans un gouvernement? Je n'y pense même pas. Pas du tout. Absolument pas. Tellement je suis heureux dans cette fonction. J'ai le sentiment d'être là où je dois être. Vous voyez, c'est assez rare dans la vie de pouvoir se dire, je suis heureux d'aller au contact des Normands, heureux de porter des projets. Vous savez, il y a peu de collectivités qui ont encore cette mobilité, cette agilité. En vérité, l'État est engoncé, est impuissant. Le fonctionnement de l'État est un fonctionnement, j'allais dire, qui relève quasiment de l'opérette, tellement en clair, on a des premiers ministres qui convoquent des préfets, des recteurs et rien ne se passe. Vous êtes dans la proximité. Et j'allais dire, c'est pas propre au pouvoir en place. C'est malheureusement le cas depuis de trop nombreuses années. Les départements sont engoncés dans des accumulations de dettes absolument considérables et des dépenses qu'ils ne peuvent contraindre. Et la région, en dépit des baisses de dotation, a encore cette capacité de mobilité, d'innovation, d'expérimentation, d'essayer de construire de nouveaux modèles. Et moi, j'adore l'idée que sur chaque sujet, on se mette autour de la table sans a priori et on se dit comment on fait pour essayer de sortir d'une situation qui n'est pas bonne sur tel ou tel point. Comme nous l'avons fait sur le ferroviaire, comme nous l'avons fait sur l'économie ou sur l'emploi, comme je sais qu'on va en parler, c'est pour ça que je l'introduis. Vous faites bien. Et donc vraiment, je suis, voilà, les gens s'en foutent que je sois heureux, mais... Bah non, parce qu'on est allé leur poser la question aussi aux Normands. On est allé leur poser la question pour savoir un peu ce qu'ils
pensaient de leur président de région, de son action. Qui est Hervé Morin pour les Normands? Réaction recueillie à Caen et au Havre. Quel est le nom du président de la région Normandie? Voyons, c'est une bonne question ça. Ah, je sais pas, je connais pas. Il y avait Ruffnac, ça je me rappelle de Ruffnac. Est-ce que vous connaissez le président de la région Normandie? Non. Oui. Ça commence par Mo. Mokhtar. Morin, non? C'est Martin, pas Martin, Morin. Oui, c'est Edmond, c'est pas Hervé Morin, Edmond Morin, n'importe quoi. Oui, c'est bon, ouais, je vois qui c'est, ok, c'est bon. Je revois sa tête, c'est bon. Vous en pensez quoi? Rien. À part dire que là, on est le trou du cul du monde, et etc. À part ça... Moi, il m'inspire, comme tous les politiques, rien du tout. C'est un grand homme puisqu'il assiste au débarquement. Ça fait 1 an qu'il est président de la région Normandie. Vous retenez quelque chose de son bilan? Non. Au niveau des trains, là, il a essayé de changer les choses pour qu'on ait des trains plus à l'heure et de meilleure qualité. Déjà, avec le ferroviaire, tout ça, il a l'air de prendre ça à cœur, donc espérons que ça continue. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des attentes par rapport à cette grande région? Oui, parce que je pense que si on arrive à tout regrouper, il y aura des économies à faire. Ça fera des économies parce que le personnel administratif, c'est lourd. Ne me posez pas de questions sur la politique, surtout pas. Ah bah c'est mal parti, c'est notre sujet. Ah non! Voilà, on est 1 an seulement après votre élection, certes, mais il n'est pas facile de se faire un nom auprès de vos concitoyens, Hervé Morin, quand même. Non, moi je suis dans une situation où les gens me connaissent en termes de notoriété. Quand on leur dit Morin, ils savent qui je suis, quoi, globalement. En clair, je veux dire, ça c'est simplement l'analyse des sondages nationaux qui montrent votre taux de notoriété. La seule chose qui est évidente, c'est que les institutions régionales et les collectivités globalement, les gens sont perdus dans cet enchevêtrement de compétences, qui fait quoi, comment les choses se passent, qui décide, qui impulse, qui organise. Mais c'était votre bataille aussi lors de la campagne de cette réunification, de se servir de cette réunification pour qu'on se sente normand. Oui, comment ça faire va venir. Justement que l'identité prenne? Je veux bien que le temps soit effacé, pour reprendre une formule d'un philosophe de Pierre-Henri Taguieff, mais quand même on peut se dire que la construction d'une identité, la construction d'une stratégie d'attractivité, le redressement d'une région. Je vous disais avant sur le plateau, hein, un papier que j'ai lu par hasard hier chez un de vos confrères, qui démontre à quel point, en vérité, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes qui échappent aux institutions régionales et à la collectivité régionale, mais parce qu'il y a la métropolisation, parce qu'il y a la concentration de la richesse, de l'intelligence et de la matière grise. Mais quand on constate que sur les 8 ou 9 dernières années, la croissance de la France a été de 2%. Grosso modo, notre PIB s'est accru de 2% en l'espace d'un peu moins de 10 ans. Mais que dans ces 2%, vous avez l'Île-de-France qui fait plus 9 et des régions voisines qui font moins 10, vous constatez bien qu'il y a d'immenses écarts qui sont en train de se creuser. Immense écart entre les villes et la campagne dans une même région, et immense écart au sein de la France où, grosso modo, on semble ne pas être sorti de Paris et le désert français qui date pourtant des années 60. Et en clair, tout le boulot d'un président de région qui a une partie des clés en matière de développement des entreprises, de soutien de la recherche, des universités, de la formation, c'est de créer un écosystème qui, dans un ensemble qui lui vous est contraint, soit plus favorable à la création et à la richesse. L'acceptation de ce territoire, justement, forcément passe par la réussite de son économie. Je voudrais vous proposer quelques chiffres. La Normandie, le saviez-vous, c'est la 5e région française pour le produit intérieur brut, vous en parliez. La 6e pour le commerce extérieur. Elle génère 71 milliards d'euros d'échanges, c'est énorme. Et puis elle est leader dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire ou encore le flaconnage de luxe. C'est dire le potentiel de notre région en termes d'économie. Alors comment la rendre plus prospère? On va parler économie si vous le voulez bien, en compagnie de Philippe Goudet qui va nous rejoindre. La Normandie est attractive. C'est en tout cas ce que vous dites. La preuve, c'est que de ce bon CV, vous avez l'intention de créer une marque Normandie, en fait. Vous voyez, hier, puisque c'est enregistré, il y a quelques jours, j'étais avec le patron d'une entreprise que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Acom.
leader dans la fibre optique. Entreprise dans la Manche, qui a un projet de développement industriel, et donc on regardait ensemble comment on allait conduire cette histoire-là. Ils sont très exportateurs, ils représentent 60% de leur chiffre d'affaires, ils le font l'exportation. Et ils me disaient, c'est extraordinaire, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, la Normandie, ça vous parle. Ce que m'avait expliqué un chef d'entreprise au moment de la campagne électorale aussi, qui m'avait dit le jour où quand j'ai commencé à exporter, quand je disais que j'étais français, ça ne changeait rien. Quand je disais que j'étais normand, aux États-Unis, ça m'ouvrait les portes. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que la Normandie, elle porte un imaginaire absolument extraordinaire, qui est lié à une partie de l'histoire du monde. Bon, c'est une terre de cocagne, c'est un patrimoine, c'est... voilà, quand on va en vacances en France, aller en Normandie, c'est j'allais dire presque naturel. On va au Mont-Saint-Michel, on va sur les plages du débarquement, on va visiter notre patrimoine historique, nos cathédrales, bref. Ça, c'est touristique. C'est touristique. Sur l'industrie, on a quand même la chance d'avoir un port qui est un des grands ports européens, même si on a beaucoup de retard sur un certain nombre d'autres ports. On a deux grandes agglomérations, une métropole et une agglomération, Rouen et Caen. Bref, on a des atouts majeurs. Et en même temps, il faut reconnaître qu'on a toute une série de chiffres qui sont plutôt très mauvais. Vous avez cité ceux sur lesquels on peut se dire ça va pas si mal. Quand on regarde concrètement sur l'innovation, sur la création d'entreprises, sur l'emploi des jeunes, sur le nombre de jeunes sortant sans formation, on est plus mauvais que la moyenne française. Philippe, justement. Oui, bonjour Monsieur Morin, et bonne année, c'est la tradition. Alors figurez-vous, je suis autour de cette table probablement le plus âgé, donc ça me donne l'autorisation de parler de cette fameuse réunion à laquelle j'ai assisté, c'était au mois de février 2000, et avec le sénateur Goulet, avec Monsieur Touré, entre autres, vous aviez à l'époque un projet extraordinaire, faire la Normandie. Ça n'a pas marché, et aujourd'hui ça a fonctionné, et finalement la gauche vous dit, c'est nous qui l'avons fait, c'est pas vous. Tant mieux. Et voilà, donc on est d'accord. Maintenant, est-ce que le soufflet n'est pas un petit peu retombé ? On parlait tout à l'heure, et effectivement, vous venez de l'évoquer en économie, des difficultés pour justement faire connaître la Normandie à l'extérieur. Alors, par exemple, ces voyages que vous faites avec des chefs d'entreprise en Russie, en Iran, pour vous, c'est très important et il faut faire connaître la Normandie partout. C'est un point parmi des dizaines d'autres. Une stratégie d'attractivité, c'est d'abord une histoire d'amour et de passion. Je le dis à chaque fois que j'évoque ces sujets-là. C'est d'abord parler ensemble de la Normandie avec amour. Partager les mêmes mots, en parler dans les mêmes termes, vanter les mêmes qualités. Faire ce que font les Bretons. Les Bretons, ils vous mettent la Bretagne sous toutes les sauces. Eh bien, nous, il faut qu'on fasse la même chose. On a cette chance. Vous vous rendez compte ? On n'y arrive pas, on a du mal, Hervé Morin, on le sent. Vous vous rendez compte, ça va. Moi, je trouve d'abord qu'il y a beaucoup plus de drapeaux normands qui fleurissent dans les communes de Normandie qu'il n'y avait il y a encore quelques temps. Je trouve que désormais, les COP des clubs hissent facilement le drapeau normand. D'ailleurs, on en a distribué dans les COP. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vrai que vous en avez distribué dans les mairies ? Oui, bien sûr. Moi, je veux qu'on soit fier de notre région. Ça n'est pas de faire du régionalisme exacerbé. C'est simplement de considérer que lorsqu'on a cette chance d'avoir une région identifiée sur ses bases, vous vous rendez compte que c'est difficile de vendre la région Hauts-de-France, Grand Est. On pourrait le faire quasiment à l'infini. Nous, on est clairement identifié. En plus de ça, on a une renommée mondiale. Bien. Alors cette stratégie, ça va nous permettre de bâtir une marque. C'est tout le boulot qui est en cours avec Philippe Augier. Ça devrait nous permettre de bâtir ensemble un écosystème favorable. Par exemple, le projet que j'ai de faire, ce que font les Italiens avec Eat Italy. En clair, de grands stores dans lesquels on y met tous les savoir-faire d'une région. Les Italiens le font dans toutes les grandes capitales du monde. Nous allons faire la même chose pour la Normandie. En clair, avoir un bistrot, pouvoir faire un after-work, faire en sorte qu'il puisse y avoir les entreprises du patrimoine vivant, que ce soit une épicerie, que ce soit un lieu de chalandise, un lieu où on a envie d'aller en famille, etc. Ça, c'est un projet qui est dans le cadre de cette stratégie d'attractivité que nous sommes en train de décliner. Aller à l'étranger avec des chefs d'entreprise,
c'est quoi? C'est de constater une chose simple, c'est que quand il n'y a pas de croissance dans un pays, la croissance, il faut aller la chercher ailleurs. Et je me permets de vous faire observer que si vous interrogez les milieux économiques, alors là, on a interrogé des personnes dans la rue, des Normands. Ouais, mais qui étaient très éloignées probablement de la question qu'on va vous poser, parce que vous êtes en train de vous balader sur le bras, et boum, on vous pose une question sur la région. Mais quand on parle avec les milieux économiques, j'ose affirmer qu'ils sont les premiers à considérer qu'on essaie de donner de l'énergie, d'impulser de nouveaux projets. Oui. Et les chefs d'entreprise qui sont allés en Iran ou qui sont allés en Russie, je vais recevoir dans quelques semaines le ministre de l'Agriculture russe qui va venir en Normandie, vous disent ça sert à quelque chose. C'est un petit point, c'est une petite brique sur un mur qui est à bâtir, qui est le mur d'une économie plus prospère. Bah justement, je vous propose de retourner lors de ces voyages d'affaires. On vous a suivi avec cette quinzaine de chefs d'entreprise dans vos bagages. On regarde ces images et on se retrouve après. Dans un style direct qui lui ressemble. Dans un anglais plutôt maîtrisé et toujours convivial. Voici Hervé Morin dans un rôle qu'il affectionne, VRP de sa région. Chaque semaine en Iran, des délégations allemandes ou chinoises débarquent pour conquérir ce marché émergent. Il s'en est inspiré sans complexe. La Normandie a du potentiel et il lui demande de se vendre. Une quinzaine d'entreprises ont fait avec lui ce voyage, des PME normandes qui enregistrent déjà 60% de leur chiffre d'affaires à l'export. Alors à quoi leur sert un politique dans leur valise? Eh bien à mettre de l'huile dans les affaires. Et pendant que les chefs d'entreprise discutent, le président de la Normandie pousse la porte des bureaux politiques et religieux les plus influents. On le reçoit comme ancien ministre de la Défense. Autant d'entretiens où il vante aussi la Normandie pour que ce nom reste derrière lui. Car l'Iran doit savoir que le lait normand de la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère nourrit déjà avec Biomil un bébé iranien sur 3. Et des sachets pour chiens et chats fabriqués à Vire sont aussi distribués dans les plus grands bazars du pays. Les liens tissés sont ceux aussi de l'avenir. Un partenariat a été signé avec la prestigieuse université d'Ispahan qui travaille déjà avec Nice et Strasbourg. Et des échanges sont prévus avec les universités de Caen, Rouen et Le Havre. Voilà, c'est indispensable ces grandes campagnes de communication à l'étranger. Mais vous savez que les régions allemandes et italiennes font ça depuis des années. C'est-à-dire ce que nous faisons en Normandie, d'emmener des chefs d'entreprise en bâtissant un vrai projet, c'est pas du tourisme, il faut que ça soit bâti en amont, etc. C'est ce que font les régions européennes depuis belle lurette. Alors, j'avais une question à vous poser concernant l'agence d'attractivité. Alors, il y a un certain nombre de processus que vous avez mis en place pour aider les entreprises, sur le plan économique, directement, en prêtant de l'argent, en les soutenant financièrement. Et cette fameuse agence d'attractivité, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle va voir le jour bientôt et dans combien de temps à peu près? Eh bien, vous la verrez à l'issue du processus et du travail, puisque l'idée a été de dire, plutôt que de créer la structure, mettons en place la stratégie et après l'agence qui portera cette stratégie, et donc elle sera en place, disons, cet été. Est-ce que les Normands ont la même réaction parfois que celle, par exemple, de ceux qui habitent à La Rochelle, des Auvergnats? On a créé des maisons de l'Auvergne à Paris à une époque. Ça, c'est pas du tout mon. Non, mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à une époque, on avait créé une maison du département de la Seine-Maritime qui a été un fiasco. Vous en avez probablement entendu parler. Est-ce que vous dites qu'il faut se déplacer à l'étranger? Très bien. Est-ce qu'il faut aussi être présent, créer en quelque sorte des lobbies, y compris en Europe, par exemple? Non, mais il y a une représentation de la Normandie à Bruxelles, mais c'est le cœur du sujet, c'est la stratégie d'attractivité, c'est une stratégie de marque, c'est une stratégie de développement, d'éco, de renommée, qui porte sur tous les segments. La culture. Comment fait-on pour apparaître comme une région ayant une dynamique culturelle? Comment a-t-on quelques grandes manifestations qui permettent de parler de la Normandie, de faire écho de son dynamisme et de son énergie? C'est bien sûr le mouvement sportif, c'est bien sûr l'enseignement supérieur et la recherche. Si vous menez une stratégie d'attractivité, vous devez avoir des universités brillantes, reconnues comme telles, étant dans les classements internationaux, et des grandes écoles capables, elles aussi, de porter la région, de faire venir des étudiants étrangers, de faire venir des labos, des centres de recherche. Tout ça existe. La plupart du temps, c'est que nous ne le faisons pas savoir. Notre problème, c'est que, prenons l'université de Normandie, on a des tas de labos et de chercheurs de très haut niveau, et pourtant, dans le même temps, on n'apparaît pas dans les classements. Et pourtant, bien souvent, on ne sait pas qu'on est parti les meilleurs. Je prends parmi les meilleurs. Je prends un exemple. Le CIREV à Caen,
On a là une équipe absolument formidable de niveau mondial. Qui sait en Normandie que ce labo existe? Sur les matériaux, on a des labos formidables. On a des écoles extraordinaires. Eh bien, il faut que tout cela participe au rayonnement et à l'attractivité de la région. Alors, Metal Value, à Pitre, oui. Bon, ça, c'est un coup que vous prépariez. À un moment, vous nous avez dit, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Une centaine d'emplois. Absolument, donc c'est important. C'est 75 millions d'euros d'investissement privé. Donc ça va se répéter, vous sentez en capacité d'aider les entreprises. Pourquoi Metal Value? Vos auditeurs n'ont probablement pas entendu que juste avant Noël, nous avions annoncé l'arrivée d'une entreprise dans la sidérurgie qui fait de l'acier en poudre. La poudre métallique. Oui, mais vous savez, il faut répéter beaucoup pour que ça puisse se savoir un peu. À Pitre, près de Louviers. Bien. Pourquoi cette entreprise est venue? D'une part, parce qu'il y avait une fonderie qui lui permettait d'avoir de l'acier liquide. C'est une chose. Mais par ailleurs, parce que nous avons mis en place un fonds d'investissement dans lequel nous avons pu, grâce auquel nous avons pu rentrer dans le capital de cette entreprise qui est en quelque sorte une start-up d'une technologie radicalement nouvelle, qui est un saut technologique complet, qui est de faire de la poudre métal. Bien, ils pouvaient venir ailleurs. Il n'y avait pas que la Normandie pour les accueillir. Ils sont venus en Normandie parce qu'on était rapide. Je les ai vus en juillet. 4 mois plus tard, on avait réglé le dossier. Et parce qu'en effet, on avait créé un écosystème avec ce fonds d'investissement qui permettait de financer cette opération, qui est une opération importante, puisque derrière ça, oui, ça c'est la participation du fonds d'investissement régional. Mais en tout, l'investissement privé, c'est 75 millions d'euros. C'est une centaine d'emplois immédiats. Ce sont des retombées probablement pour des sous-traitants. Et c'est peut-être l'annonce d'une deuxième arrivée industrielle dans le secteur liée au seul fait que Metal Value s'installe. On va annoncer dans quelques semaines le financement d'un grand laboratoire dans la Manche. Là aussi, c'est à chaque fois une petite brique. Mais une économie, c'est une dynamique. C'est l'entrecroisement de richesses, d'intelligence, d'initiatives qui permettent au bout du compte, de mieux s'en sortir. Mathilde, vous avez des réactions, des questions des internautes? Des questions depuis notre Facebook Live, notamment d'une personne qui habite à Dieppe, qui a 54 ans, et qui demande ce que vous faites, Monsieur Morin, pour les seniors sans emploi. Pour les seniors sans emploi, le sujet, il est simple, c'est de faire en sorte qu'on ait des entreprises qui soient en capacité de proposer du boulot. Ça, c'est valable du jeune de 18 ans comme du senior. J'aime pas ce mot-là parce que je trouve qu'on n'est pas vieux à 54 ans puisque j'en ai 55. Ça, c'est le premier point. Le second, et je le répète, je ne parle pas simplement au niveau régional, je parle à la veille d'une campagne présidentielle. Le chômage, c'est pas une fatalité. Il y a des tas de pays en Europe qui connaissent le plein emploi. Nous, on finit par penser que ça n'existe pas. En Europe, il y a des tas de pays qui ont une situation de l'emploi nettement meilleure que la nôtre. Et pas seulement l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, il y a beaucoup de pays dont la situation de l'emploi est meilleure. Donc ça, c'est le premier point. En Normandie, on est à 10%. C'est un peu mieux que l'année dernière. C'est la même chose que la Corse. Ouais, je voulais le dire, quand même. 10%, c'est comme la Corse. Philippe, alors, attendez, je termine sur les plus de 50 ans. Par rapport au chômage. Il y a la question de la formation, de la possibilité pour quelqu'un de pouvoir modifier sa compétence, de pouvoir être en capacité de s'adapter aux besoins nouveaux. Je prends un exemple simple. On a mis en place un dispositif sur des codeurs, des programmeurs, qui ne s'adressent pas simplement à des jeunes, il y a des personnes de tout âge. Le taux d'intégration professionnelle à la sortie de cette formation, elle est de plus de 80%. Donc 8 personnes sur 10 trouvent un boulot dans les 3 mois. Et plus de 90% à 1 an. Donc on voit bien que c'est pas facile quand on a 55 balais et qu'on est au chômage, je le sais. Malheureusement, il y en a trop dans cette situation. Mais ça passe par une dynamique régionale et ensuite des politiques adaptées, notamment en matière de formation. Philippe, justement, vous vouliez revenir sur le chômage, sur cette question du chômage, des 10% de demandeurs d'emploi en Normandie. Oui, alors c'est vrai que revient à la région la formation en règle générale et la difficulté c'est parfois de former des gens qui ont eu un métier et qui seraient prêts éventuellement à en changer et là ça devient quand même assez difficile. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote si vous me permettez. Je vais à Vire, mais ça mérite 2 minutes parce que cette anecdote-là, elle explique beaucoup de choses. Je vais à Vire pour lancer ce que j'appelle le club des champions cachés, qui est on s'est inspiré de ce que fait l'Allemagne, c'est grosso modo
créer un écosystème favorable pour tous ceux qui, globalement, ont des perspectives de croissance importantes, qui sont des leaders nationaux, européens, voire mondiaux. Bien. Je vais donc à Vire. Un magnifique bassin industriel avec quelques très belles boîtes. Les patrons me disent à la sortie, vous savez, tout ça c'est vachement bien, vous avez raison, cette initiative, on est à fond pour, mais on a un problème, c'est que nous, on a plutôt une croissance à 2 chiffres, mais notre problème c'est de trouver des salariés, avec des compétences, un certain nombre de sujets. Je leur ai dit, je vous promets, je reviens dans 3 mois, après une étude précise, pour qu'on mette en place les moyens de faire en sorte que vous trouviez les hommes et les femmes dont vous avez besoin. On a fait la réunion 2 mois ou 3 mois plus tard. C'est dommage, je n'ai pas amené la note. La note des services qui était la remontée des différentes institutions s'occupant d'emploi. On nous expliquait qu'il fallait créer des formations sur l'aménagement paysager, le cheval, machin, etc. Tous les industriels avaient fait le boulot en voyant tout le bassin industriel. Ce qu'on nous demandait, c'était de la maintenance industrielle, des tourneurs, et puis après, il y avait toute l'industrie du luxe qui avait besoin d'un certain nombre de métiers liés au textile. C'est-à-dire que nous, on avait des demandes de formation qui correspondaient à une situation qui n'était absolument pas celle émanant des entreprises. Et donc, en clair, ce que David Marguerite va faire en tant que vice-président en charge de la formation, c'est un tour de Normandie dans les 26 bassins d'emploi, à la rencontre de tous les chefs d'entreprise, pour territorialiser à fond la formation et pour faire en sorte qu'on crée sur chaque bassin d'emploi les formations là où on en a besoin. Parce qu'à Pont-de-Mer, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Avranches et on n'a pas les mêmes besoins qu'à Dieppe ou à Rouen. Et donc on va faire ce travail pour mettre en place autant que possible une adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Alors ces choix économiques, on l'a constaté, il se trouve que le Front National les soutient la plupart du temps. 21 conseillers régionaux du Front National sont à la région aujourd'hui, emmenés par Nicolas Bay, le chef de file du FN, qui a quelque chose à vous dire. Écoutez. Nous soutenons certains aspects de la politique d'Hervé Morin lorsque ça va dans le bon sens, je pense notamment au développement économique, mais pour tout le reste, nous restons très vigilants, encore une fois, sur l'explosion de la dette de la Normandie, sur les charges de personnel, sur les subventions à tort et à travers, sur les orientations ferroviaires, sur toutes ces questions. Eh bien, Hervé Morin peut compter sur l'opposition résolue du Front National pour défendre les Normands face à la politique qu'il mène. Une question pour Hervé Morin peut-être ? Oui, lui demander de dire la vérité sur ce que sera la dette de la Normandie à la fin de sa mandature, c'est-à-dire en 2021. Voilà, et puis une réaction d'internaute, Mathilde, je crois, sur ce sujet. On a Frédéric Seguin qui prend les mêmes codes que l'extrême droite en disant « Aucune économie pour rembourser la dette, mais ces messieurs de l'UMPS savent très bien dépenser pour augmenter nos impôts ensuite ». Lors de la campagne, vous aviez insisté sur cette économie. 500 fonctionnaires en moins, une baisse du budget de 50 millions. Vous revoyez vos objectifs, vous l'avez dit, c'est infaisable aujourd'hui, c'est Hervé Morin, parce que c'était le but quand même de la fusion. Non, mais attendez, on a fait tout de même toute une série d'économies, il faut quand même le dire. Mais pas à la hauteur de ce que vous espériez. Non, d'une part parce que les chiffres, la gestion des ressources humaines en Haute-Normandie était tellement opaque, pour rester dans des mots corrects, que les syndicats avaient la plus grande difficulté d'avoir une réelle situation de la ressource humaine en Haute-Normandie. Réelle. En plus de ça, avec des pratiques totalement scandaleuses qui étaient de maintenir, en renouvelant indéfiniment des contrats pour des personnes qui employaient des emplois qui étaient des emplois pérennes. En clair, ce qu'on interdit au privé, la région Haute-Normandie le faisait de façon massive. J'ai décidé, moi, d'engager la titularisation de tous ceux qui sont sur des postes permanents. Il n'y a pas de raison qu'en Normandie, il y ait des fonctionnaires d'un côté et des gens qui sont sous des contrats d'1 an, renouvelés indéfiniment, alors qu'ils font le même boulot dans les mêmes conditions. Donc harmonisation. Oui, c'est pas de l'harmonisation, c'est aussi une question de justice. Quand le PS vous fait des leçons sur la gestion des ressources humaines par la droite, etc., moi, ce que je constate, c'est qu'en Haute-Normandie, on se comportait à l'égard du personnel de façon absolument scandaleuse. Donc ça a changé. Donc, en effet, quand on a regardé les choses de près, la réduction que j'annonçais des effectifs était absolument impossible, puisqu'en vérité, on était sur des chiffres assez comparables à des régions de même taille. Bien. Cependant, on a fait des économies là où on a pu d'ores et déjà en faire. On a réduit le nombre de directeurs. On est passé de 28 directeurs à 21 directeurs, puisqu'on a regroupé les directions.
On a supprimé le journal régional, on a fait la bagatelle de 2 millions d'euros d'économies par an, c'est-à-dire sur 6 ans, ça fait 12 millions d'euros d'économies. On a refusé d'augmenter les indemnités des élus, alors que la taille de la région ayant changé, on aurait pu, et mécaniquement d'ailleurs, les indemnités auraient dû augmenter. C'était tout de même là aussi une économie récurrente chaque année. Si on fait sur la totalité du mandat, c'est 10 millions d'euros de non-dépenses, en quelque sorte. Et nous continuerons à mettre en place un certain nombre de mesures d'économie sur des modalités de gestion en simplifiant. C'est vrai que ça demande plus de temps qu'on ne le pensait. Sur l'investissement, je revendique. Quand Nicolas Bay ou cette personne dit vous dépensez, oui, on a besoin d'investir. Qui peut penser qu'on n'a pas besoin d'investir? On a dit que vous étiez assis sur un tas d'or en arrivant. Non, le problème, c'est que la Basse-Normandie avait une gestion avec un niveau de dette classique pour une région. On n'était pas en Poitou-Charentes, mais on n'était pas non plus en Haute-Normandie. Et c'est vrai qu'en Haute-Normandie, il y avait tellement peu de projets, tellement peu d'idées, qu'en effet, il n'y a pas d'endettement. Ça, il faut le dire, on ne va pas dire le contraire. Mais moi, je ne me satisfais pas d'une région qui n'emprunte pas pour investir. Toute entreprise qui veut croître, qui veut se développer, elle emprunte pour investir. Alors, et nous, on était dans une région, je parle de la Haute-Normandie, où l'investissement était au plus bas. Moi, je veux investir parce qu'on a des besoins énormes. On a des besoins dans le ferroviaire, on a des besoins dans on va en parler. Alors, voilà, justement, okay. Très belle transition, puisqu'on arrive au réseau des transports. Parce que quand on parle d'économie, forcément, il faut un réseau de transport efficace. Les transports, un thème très cher aux Normands, et pour cause, vous allez le comprendre. Regardez ces réactions recueillies en Gare d'Évreux, signé Frédéric Lafont avec Éric Lombert. Et on en reparle avec Franck Beignet, qui nous rejoint juste après. Ça fait 6-7 ans que je prends le train, il y a de l'amélioration, mais bon, on a encore des lacunes sur les horaires, quoi. Bon. Franchement, il faut avoir du mérite pour le prendre tous les jours, entre les retards, les suppressions et j'en passe. Est-ce qu'il y a des problèmes parfois? Ah oui. Lesquels? Du retard. Je pense que pour les jeunes, c'est un peu cher de voyager en train. Les tarifs ne sont pas abordables pour tous les étudiants. C'est bien, sauf que les nouvelles deuxième classes sont beaucoup moins bien. Il n'y a plus de prise, par exemple, dans les deuxièmes classes. À part pas beaucoup de réseaux mobiles, mais sinon ça va. Pas de wifi. Non, c'est ça, voilà. Exactement. En fait, souvent c'est bondé, donc on se retrouve un peu comme des cons à attendre entre les wagons, à avoir froid. Je trouve que ça s'est amélioré par rapport au niveau des sièges, du confort et tout ça. Je trouve que vraiment, oui, ça s'est amélioré. Franck Beignet nous a rejoint. Souvent, c'est bondé, c'est ce qu'on entendait. Hervé Morin, bonjour, meilleurs vœux déjà pour commencer. Vous aviez déclaré il y a un an, lors de votre élection à la tête de cette Normandie, que les trains c'était le Moyen-Âge et que ça allait changer précisément dans 3 ans, 2020, avec l'arrivée des nouvelles rames. On va en parler dans un instant. Mais d'ici là, qu'est-ce que vous dites aux Normands qui, quand ils prennent le train en direction de Paris, constatent toujours qu'il n'y a pas d'eau dans les toilettes, qu'il y a des feuilles sur les voies, quand ça n'est pas le chef de gare, exemple à Deauville, le 1er janvier, qui ne s'est pas réveillé et qui a vu passer le train de 7h38 devant son nez parce qu'il n'était pas tout à fait à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à ces Normands qui sont pénalisés toujours par les transports? D'abord, je leur dis, adressez-vous à la SNCF. Hein. C'est quand même la SNCF qui est chargée de mettre en œuvre le réseau ferroviaire normand, quoi, comme réseau ferroviaire français. Quoi. Bon. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le directeur régional de la SNCF mercredi, pour tout vous dire. Bien. Deuxième élément, il est évident que la situation ne va pas s'améliorer entre aujourd'hui et 2020. Pour une raison simple, c'est qu'on part d'une situation dramatique. Il y a une dame dans votre reportage qui disait qu'il faut avoir du courage pour prendre le train tous les jours en Normandie. Elle a raison, c'est les mots qu'il faut avoir. Il y a des gens qui perdent leur emploi à Paris parce que justement ils sont arrivés plusieurs fois en retard. Et puis le soir, le retour, demander aux Vernonnais ce qu'ils en pensent, demander aux Ébroïciens, demander aux Rouennais, enfin tout ça c'est le quotidien. Face à ça, quel était l'espoir que nous avions? La ligne nouvelle Paris-Normandie, 2030-2035. C'est-à-dire qu'on disait aux Normands, pendant 20 ans, il ne se passera rien et la situation va continuer à se dégrader. Et nous, on a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'est posé, on s'est dit comment on peut faire. Et on a proposé une solution complètement innovante, qui était de dire on va reprendre les trains intercités qui sont gérés par l'État, puisqu'en vérité c'est l'État qui est responsable de tout ça. Bien. J'ai proposé à Manuel Valls, avec lequel j'entretiens de très bonnes relations, qu'on s'engage dans cette histoire.
Alors, justement, à l'époque, attendez, à l'époque, je vois encore Nicolas Meyer-Rossignol et les autres dire c'est inconséquent, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites, c'est aventureux, etc. Toutes les régions se sont engagées dans la même voie. C'est-à-dire que l'État a signé il y a 15 jours le même accord avec des régions détenues par le Parti socialiste. Bien. Et on a été les premiers parce qu'on a été innovants. On a été innovants. On a de loin le Certains disent vous avez mordu à l'hameçon. Bien sûr que j'ai mordu à l'hameçon. Alors tous les autres ont mordu à l'hameçon, tous les autres ont été des poissons aussi. Alors on va revenir justement sur ce qui a été signé, si vous voulez bien, pour faire un petit peu de pédagogie, simplement pour faire un petit peu de pédagogie vis-à-vis du téléspectateur. Ce qui a été conclu effectivement avec l'État, c'est que ils vous fournissent, ils vous paient des nouvelles rames pour 720 millions d'euros, je fais simple, 40 nouvelles rames qui vont circuler à partir de 2020, voilà, ça sera des rames bombardiers. La présentation a eu lieu le 24 novembre dernier dans les ateliers de la SNCF à Sotteville-lès-Rouen. Où en est le projet aujourd'hui? Est-ce qu'on est sûr que le 1er janvier 2020, on aura ces nouveaux trains? Bah écoutez, sauf si Bombardier n'est pas à l'heure dans la construction de ces trains, mais sinon il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas là. Bon. Vous dites 720 millions de trains, vous oubliez 5 à 600 millions d'euros sur les voies. Vous oubliez, j'ai vu Patrick Drahi juste avant Noël. Sur les voies, apparemment, les quais de Saint-Lazare, ils sont passés là. Non, je parle des voies en Normandie pour éviter toutes les pannes qui sont liées au mauvais entretien des infrastructures. J'ai rencontré Patrick Drahi, le patron de SFR, avant Noël pour faire en sorte qu'on puisse essayer d'avoir la Wi-Fi et le 4G sur les réseaux. Je rencontre Stéphane Richard, le patron d'Orange, la semaine prochaine aussi pour aborder ce sujet-là parmi d'autres et aussi l'accès au très haut débit en Normandie qui est un drame, aussi sur certains départements. Bien, vous parliez de Sotteville. Il y aura quand même 120 millions d'euros d'investissement avec un atelier industriel permettant aux Normands d'avoir des trains réparés, entretenus en Normandie pour que ça marche mieux. On va avoir 15 millions à Caen. Et enfin, on va avoir la rénovation de l'accès à la gare Saint-Lazare, qui est une gare qui n'a pas fait l'objet de travaux de modernisation depuis 1937. En clair, ce que vous dites, c'est que pendant 3 ans, ça va encore mal rouler. Non. On est encore aujourd'hui dans une situation dans laquelle il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'avenir, où les gens se disaient mais est-ce qu'on va continuer à avoir des toilettes sans eau et des trains annoncés à 10 voitures qui n'en auront que 7, où on sera transporté dans des conditions indignes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne savait pas comment prendre cette affaire. Moi, j'ai proposé une solution innovante et on va avoir une solution où j'espère enfin les Normands se diront... Et ça va coûter à la région 45 millions d'euros. Mais non, mais ça c'est... Parce que la gestion de ces lignes intercités, Hervé Morin, on le sait très bien, ça coûte de l'argent. Elles sont déficitaires, elles sont vieillottes et déficitaires. Franck Beignet, est-ce que vos taux d'audience changent? Oui. Ils grimpent. Ils grimpent, parce que vous êtes bon. Merci. C'est collectif. Voilà, bon... Et donc, si vous êtes mauvais... 45 millions d'euros de déficit aujourd'hui. Non, mais attendez. Donc, en clair, vous partez d'une situation statique et vous vous dites, on va la dupliquer à l'infini. Moi, j'ai des tas de copains qui ne prennent plus le train. Parce qu'ils me disent, comme on ne sait jamais si on va être à l'heure, mais finalement, on préfère prendre notre voiture, etc. Aussi, Deuxièmement, toutes les analyses montrent que dès lors que les trains sont à l'heure, confortables, etc., on a des augmentations de volume de trafic importantes. 3, on va être compétent, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la totalité du schéma régional. Donc on va pouvoir parce qu'il va falloir réorganiser toute l'offre de transport. Ça suppose ça aussi. Vous savez combien de temps pour Jean-Baptiste Gastine. Sacré chantier quand même. Mais c'est son boulot de l'année 2017 on va faire ça ensemble. Bon courage. Oui, combien de temps pour faire Caen-Rouen en train? On met 2h10, 2h20. Caen-Rouen, pardon. Ah non, je croyais que vous parliez de Paris-Caen. On parle des liaisons excusez-moi. Caen-Rouen, c'est une horreur. On met plus de 2 heures aujourd'hui, la plupart du temps. Caen-Rouen en train, c'est 1h23. Non. On met plus de 2 heures la plupart du temps. Sur le papier. En tout cas, on a beaucoup de questions des internautes là-dessus sur les transports. Ça concerne les Normands, ça. Je voudrais donner la parole à Mathilde parce que les Normands posent des questions à Hervé Morin là-dessus. C'est un très bon exemple, Caen-Rouen. Non, mais attendez, parce que moi, mes fonctionnaires de la région, ils connaissent ça. Non, mais c'est intéressant comme sujet. Mais tout est intéressant. Si on prend... moins d'1h30. Non, c'est pas 1h30. Parce que quand vous allez à la gare, il faut que vous sortiez de votre bureau, vous alliez à la gare. De la gare, etc. Donc ça veut dire que les fonctionnaires de la région me disent, il faut qu'on compte 2h30 à peu près entre le moment où on part de l'institution régionale pour arriver à l'autre siège de la région. 2h30, ben voilà, c'est simple. Bon,
ou en bus. C'est ce que nous mettait tout à l'heure Chenu. On a des questions sur Internet? Oui, sur Internet. Très concernant les transports, avec Philippe Cléris qui nous dit que les Normands ne veulent pas d'un TGV, mais seulement un train confortable, fiable, rapide à 250 km/h, qui ne patine pas sur les feuilles mortes. Voilà. Et puis beaucoup de réactions sur les retards dans les zones rurales et le manque de déploiement des transports. Toujours. Moi, j'aurais une seule question sur un exemple très très précis. Là, on parlait des trains, mais je voudrais juste vous parler de cet exemple précis de l'offre aéroportuaire. Il y a quelques semaines, il y a une grande mutuelle, compagnie d'assurance connue de tous en France. Surtout à Rouen. Voilà, qui a partout dans le pays aussi, qui a renoncé à investir dans la construction d'un grand palais des congrès à Rouen. Motif évoqué justement le manque d'infrastructures de transport, en particulier d'aéroports. Qu'est-ce que vous pensez, vous, président de région, qui vous attardez à faire rester des entreprises, à les faire venir chez nous, quand vous entendez ça? Qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment? Est-ce qu'il faut pas relancer le maillage aéroportuaire, par exemple, vers la métropole? L'immobilisme était de règle sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 9 mois? J'ai dit aux 3 présidents des 3 métropoles que je souhaitais que nous ayons une gouvernance commune pour les aéroports de Normandie, Caen, Rouen, Le Havre. On m'a dit, ça fait 15 ans, jamais ça n'a bougé, pourquoi ça se mettrait à bouger? On a quand même déjà réussi à faire une première pierre. Là aussi, la direction devient commune entre Deauville et Caen, qui étaient les 2 aéroports qui se regardaient, dont les relations étaient compliquées. Bien. Nous avons eu une réunion de travail avec Frédéric Sanchez, Joël et Édouard, Philippe, sur la question aéroportuaire. Bien. Nous avons décidé d'aller vers cette gouvernance commune. Ce que je veux, c'est qu'une offre aéroportuaire normande avec une politique d'investissement décidée ensemble. Bref, ce qui n'avait pas bougé depuis des années va enfin pouvoir bouger parce que la région a décidé de prendre le manche et probablement facilité par le fait que ce soit dans une Normandie réunifiée. Et avec Frédéric Sanchez, nous nous voyons dans quelques jours pour discuter ensemble du programme d'investissement de l'aéroport de Rouen. Ce n'est pas des centaines de millions qui sont nécessaires, mais il y a un certain nombre d'adaptations. Et derrière tout ça, on doit créer une politique commerciale commune. On doit faire en sorte que, autant que possible, on puisse attirer des compagnies aériennes sans se concurrencer entre les plateformes aéroportuaires, qui coûtent cher aux contribuables, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes aéroportuaires qui coûtent de l'argent, et toutes les plateformes aéroportuaires se concurrencent de façon parfois ridicule. Je ne veux pas citer d'exemple, mais ça n'a pas de sens. Entre Deauville et Caen, il y avait des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Bien. Donc tout ça... ça bouge. Et j'espère bien que dans 1 an ou dans 2 ans, on aura de bonnes nouvelles sur ces sujets-là, quand on aura construit cette offre aéroportuaire normande qu'on essaie de bâtir un peu à l'échelle de ce qui peut exister en Bretagne. Alors on a parlé des voies ferroviaires, on a parlé des voies aériennes, on va parler des voies de communication, de cet appareil-là, le téléphone portable. Vous êtes élu d'Épeigne, une petite commune de l'Eure de 1500 habitants, où vous avez été maire pendant 20 ans. Est-ce qu'on peut téléphoner d'Épeigne, justement? Est-ce qu'on reçoit le portable? Oui. Vous avez de la chance. Parce que le maire d'Épeigne s'en était occupé. Épeigne même. Mais à quelques kilomètres à côté, ça passe pas. Ça passe plus. Non, chez moi, ça passe pas. C'est un vrai problème. On a plein de questions, Franck, là-dessus des internautes. Entre Épeigne et Cormeilles, en l'occurrence, pour être précis. Il y a 38 communes en zone blanche en Normandie. Ça veut dire qu'on n'a aucune couverture de réseau. Est-ce que demain, vous vous engagez à résoudre ce problème de fracture numérique? Est-ce que demain, dans toute la Normandie, et notamment dans des départements qui sont plus touchés que d'autres, c'est-à-dire la Seine-Maritime et l'Eure, pour les citer, vous vous engagez à ce que tout le monde puisse recevoir le portable et Internet? Bon, ça, le portable, c'est une affaire qui dépend... Dans 5 ans, tout le monde reçoit Internet? Moi, je pense que la priorité, c'est le très haut débit. Bien, c'est donc la fibre. C'est faire en sorte que quelqu'un puisse bosser en télétravail de chez lui, qu'une entreprise puisse rester là où elle est parce qu'elle aura le débit nécessaire, et que des entreprises puissent venir s'installer, notamment dans le monde rural et dans l'espace rural, parce que désormais, pour beaucoup d'entreprise, il n'y a pas forcément besoin d'être à côté d'un aéroport ou d'une gare. Vous mettez de l'argent sur la table. Et donc, moi, je constate une chose, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, à l'échelle des 5 départements normands. La Manche est en avance sur les autres. Le Calvados est en train de déployer, même si... Et puis il y a 2 départements qui ont beaucoup de retard. Là, l'Orne a fait un autre choix qui est le choix de la montée en débit. Et puis les 2 derniers, c'est l'Eure et la Seine-Maritime. Là, en effet, il y a beaucoup de retard et il y a surtout
un plan qui est en train d'être révisé par la majorité départementale de Sébastien Lecornu pour faire en sorte que les zones rurales ne soient pas oubliées, puisqu'elles étaient oubliées par Jean-Louis Destan, le précédent. Donc attendez, début février, nous allons annoncer un plan d'accélération de la montée de l'installation du très haut débit dans ces départements, parce qu'on ne peut pas attendre encore 5, 6 ou 7 ans pour cette installation. Bien, l'économie, l'attractivité de notre territoire, justement au cœur des préoccupations des Normands, mais 2017, c'est aussi une année électorale. Paraît-il. Voilà, paraît-il. Avec une présidentielle et puis des législatives, une campagne importante dans laquelle vous vous êtes déjà impliqué, vous, Hervé Morin, en soutenant d'abord Bruno Le Maire, et puis en affichant ensuite votre soutien à François Fillon pour la prochaine présidentielle. Philippe Goudet va nous rejoindre justement pour en parler de vos ambitions pour 2017, des ambitions que l'on vous prête souvent lointaines. Hervé Morin, c'est une des craintes dénoncées par l'opposition régionale en la personne de Nicolas Mayer-Rossignol. On l'écoute. Monsieur le Président, vous aviez promis aux Normands que vous seriez un président de région à 100%. Or, vous êtes non seulement président de région, mais également président d'un parti politique national, mais également dirigeant d'une intercommunalité dans l'Eure. Et je dois dire que les Normands vous voient beaucoup à Paris, sur les plateaux télé, dans la radio. Ils vous voient un petit peu moins, pour ne pas dire pas du tout, dans la Manche, dans l'Orne, à Rouen. Monsieur le Président, en 2017, il y a des élections présidentielles, des élections législatives. Est-ce que vous allez passer votre temps à faire la campagne de François Fillon, ou est-ce que vous allez être un président à 100% en Normandie pour les Normands? Voilà, la question est posée, Monsieur le Président. Quelle est votre réponse? Non mais, cette question-là, moi, elle m'amuse. Parce que penser qu'un président de région n'est pas un homme politique national, excusez-moi, mais c'est une vraie connerie, quoi. Faut le dire tel que c'est. Si un président de région n'est pas là pour tenter de faire en sorte que sa région soit entendue au niveau national, mais c'est que M. Mayer-Rossignol n'a rien compris à ce que c'est qu'un président de région. C'est tout aussi simple que ça. Moi, je suis plutôt heureux de savoir que si François Fillon était élu, j'ai son numéro de portable pour faire court. Et je suis heureux de savoir que quand... pardon ? Vous le donnez. Mais bon, enfin voilà, je pense qu'un président de région, c'est aujourd'hui, compte tenu des compétences de la région, c'est un homme politique national important pour la France, d'abord. Mais s'il fait appel à vos services pendant la campagne et même après. Donc, premier plan, oui, une partie des décisions concernant la Normandie sont à Paris. J'y peux rien si les Jacobins ont gagné sur les Girondins à la Révolution française. Voilà, et je pense qu'au contraire, d'avoir un président de région qui soit un responsable politique national, c'est une chance. Donc vous n'êtes pas ministre. Attendez, il n'y a pas un président, il n'y a pas un habitant des Hauts-de-France qui se plaint de savoir que Xavier Bertrand est un homme politique national, que Christian Estrosi en est un, que Laurent Wauquiez en est un aussi, ou d'autres encore. Bon, alors, c'est de savoir, c'est si on fait appel à vous, si François Fillon fait appel à vous. Je vous l'ai dit en début d'émission. Ouais, mais j'aime bien quand mais vous le répétez sous toutes les formes. Votre ambition, juste de devenir ministre, donc certains réagissent. Redevenir. Non, je vous ai déjà dit que 2017, je serai là. Est-ce que vous serez candidat au 1er janvier 2018, si vous décidez de refaire une émission pour qu'on évoque le bilan de la deuxième année, je serai là. Est-ce que vous serez candidat aux législatives? Vous voulez que j'aille faire aux législatives? J'étais vraiment... Mon souci, c'est de trouver un candidat, voilà, mais quoi, de choisir le candidat. Il y a M. Vampin, mais il paraît que vous n'en voulez pas, c'est votre suppléant. Oui, mais j'aime beaucoup Marc, je comprends qu'il puisse avoir de l'amertume, mais quand... Le Bourmini, qui était mon suppléant, mais quand Ladislas Poniatowski n'a pas choisi son suppléant pour lui succéder, mais a fait appel à un conseiller général de la nouvelle génération qui avait une trentaine d'années, il a fait ce choix-là. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, le suppléant de Pognat, qui aurait pu être un député sans aucun problème, qui s'appelait Victor Lebrun, a dit à Pognat, il dit, écoute, moi je peux être député, quoi, encore 5 ans maximum. Pourquoi tu passes pas le témoin, la génération nouvelle à Hervé? Eh bien, moi ce que je veux, c'est passer à une génération nouvelle. Nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Très rapidement, Franck. Vous disiez il y a quelques semaines être certain que Marine Le Pen allait être qualifiée pour le second tour. C'est ce que vous déclariez sur le plateau de France 3 à Caen. Est-ce que selon vous, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on voit le Brexit en Angleterre, il y a toujours cette menace FN, plus qu'avant, plus qu'il y a encore quelques semaines?
Pas plus, pas moins. Je pense que on ne sera pas loin de... Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une situation qui serait une élection très dramatique pour la France, c'est-à-dire l'élection de Marine Le Pen. Et vous pourriez faire alliance avec des personnalités comme Valls, Macron, de toute façon, des élus modernes comme vous les appelez. Oui, mais quoi qu'il arrive, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, tous ceux qui ne veulent pas le désastre pour le pays se rassemblent pour empêcher l'élection de Marine Le Pen. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Qu'ils soient de droite ou de gauche. Bah, de toute façon, nouvelle année oblige, c'est le moment de passer aux vœux. Hein. Voilà, on ne se les a pas encore souhaités. De bons vœux pour 2017. Alors, en 2011, il y a une touche, Morin, pour les vœux. En 2011, vous étiez dans votre cuisine. En 2014, dans votre jardin. Il y a une touche, Morin, c'est indéniable. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Normands cette année, plus sérieusement? Très sérieusement, ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve confiance. Voilà, qu'on ait à nouveau confiance en nous. Je ne m'attendais pas à cette question. Mais ce qui me frappe, plus qu'en Normandie, mais tout autant en France, c'est cette absence de confiance dans l'avenir, de sentiment que le déclin est inexorable. C'est un discours tenu par beaucoup d'hommes politiques, à gauche, à droite, au centre. Moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on soit appelé à être dans ce pessimisme permanent. Je suis tellement convaincu qu'il faudrait si peu de choses pour que la France puisse tout d'un coup retrouver l'optimisme et soit considéré comme un des pays capables de tracer au cours du XXIe siècle. Et ça nous manque beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Hervé Morin. Et merci à vous tous, messieurs, Philippe Goudet, Franck Beignet, à Mathilde Rioux, d'avoir relayé les commentaires des internautes. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur Internet, sur notre site normandie.francetv.fr. Dimanche en politique, ça continue. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 et à bientôt.